Luc Dini, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent sur la chaîne du Laboratoire de recherche sur la foudre afin de nous présenter les travaux de la commission technique Sigma 2 de la 3AF qui travaille plus particulièrement sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Eh bien, merci Raymond de cette introduction. Donc, je vais effectivement aborder les travaux de cette commission technique de l'Association d'aéronautique et d'astronautique de France. Tout d'abord, en fait, que fait la 3AF et pourquoi y a-t-il de commission technique? En fait, la 3AF est une association qui travaille dans le domaine de l'aéronautique et de l'astronautique, qui réunit un certain nombre d'experts, alors au travers des différentes régions de France, et certain nombre d'experts se réunissent au sein de commissions techniques qui vont permettre donc de travailler sur différents thèmes et sur différentes compétences. Il y a à peu près une vingtaine de commissions techniques, parmi lesquelles des commissions traitant d'aérodynamique, d'aviation, de drones, d'observation et d'exploration spatiale, d'hélicoptères, de matériaux aéronautiques, j'en passe et des meilleurs. Et puis une commission qui est la commission Sigma 2, qui est un peu atypique puisqu'elle s'intéresse à un sujet un peu étrange, que sont les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alors, cette commission, d'ailleurs, a été sollicitée dans le cadre d'un documentaire d'enquête sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, et plus particulièrement sous le vocabulaire OVNI, OVNI Affaires d'État, de Dominique Filleul. Bon, je laisse le soin à ceux que ça intéresse de regarder ce film qui a l'avantage de faire le tour un petit peu du sujet, et notamment dans une sorte de vis-à-vis entre un questionnement du côté français et puis évidemment l'actualité américaine qui défraie la chronique depuis 2017. Je ne vais pas dévoiler davantage le sujet et le documentaire, mais franchement, je pense de mémoire que ça dure à peu près 1 heure. C'est disponible sur YouTube et c'est assez intéressant pour aborder le sujet. Voilà. Maintenant, pour en venir à la commission elle-même et au sujet des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Bon, alors ça ressemble à quoi d'abord? Eh bien, si on regarde cette planche, et c'est cela qui est intéressant également vis-à-vis du laboratoire de recherche sur la foudre, il y a des phénomènes qui sont des phénomènes relativement mal compris, qui se produisent à certains endroits. Par exemple, les sphères de Sdallen. Phénomène qui est étudié, mais dont on n'a pas forcément l'explication. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, un certain nombre de phénomènes lumineux ont été observés tant par l'aviation alliée que l'aviation adverse. C'est ce qu'on appelait les faux fighters. Bon, phénomènes lumineux, plasma, on n'en sait rien. En tous les cas, pas d'explication depuis cette époque-là. Les faux fighters restent un mystère. Si on regarde le bas de la planche, on va voir un certain nombre d'images que je vous commenterai un peu plus dans le détail par la suite, mais qui sont représentatifs de prises de vue de photos qui ont été faites pour certaines en France, d'autres à l'étranger, et puis également donc photos ou prises de vue avec des caméras thermiques. Il y en a une à droite qui vient du Chili et qui a été étudiée dans le détail par notre équipe. On en reparlera plus tard. Cette commission Sigma 2, que fait-elle exactement? En fait, elle a organisé ses travaux depuis 2013 autour de différentes thématiques. Des thématiques qui sont liées aux recherches documentaires et aux recherches de bases de données, parce qu'on a besoin de données pour pouvoir mener des études physiques sur le sujet. Pour cela, bien entendu, on travaille non seulement en France, au contact de laboratoires, au contact du CNES, on y reviendra, mais également au travers de contacts avec des organismes étrangers. Et puis on communique, évidemment, pour faire connaître nos travaux et surtout solliciter l'intérêt de scientifiques pour se rapprocher d'eux et pouvoir éventuellement établir des coopérations qui nous aident dans nos analyses. À partir de là, on va mener, et au travers des bases de données, une sélection de cas de phénomènes aérospatiaux non identifiés qui vont nous permettre de faire des études approfondies. Études de phénomènes lumineux, études de plasma, de rayonnement électromagnétique, études de phénomènes
qui se sont produits et ont laissé des traces au sol, il y a un certain nombre de facettes au sujet. Cela, évidemment, nous conduit donc à des études d'éléments physiques par discipline, et nous avons donc des experts de différents domaines, à la fois des experts de l'aéronautique, des pilotes, des ingénieurs, mais également des spécialistes des rayonnements. Nous avons une participation de représentants du laboratoire de recherche sur la foudre, aussi des anciens de l'ONERA qui participent à nos travaux. Nous avons également un médecin qui est spécialisé dans les effets des rayonnements sur l'être humain. Et puis, enfin, nous avons aussi un volet d'études concernant les moyens d'observation, aussi bien des moyens d'analyse d'échantillons, qui est un sujet assez nouveau auquel on s'intéresse, mais également des observations de phénomènes traversant le ciel. Il y a les météorites, mais on pense que l'on pourrait étudier les phénomènes aérospatiaux non identifiés en bénéficiant de l'apport de caméras d'observation. Voilà. Alors, juste pour donner un aperçu de la situation au fond historique et géographique, sur ce planisphère, il y a différentes couleurs. Ce qu'il faut retenir au fond, principalement déjà, ce sont les couleurs jaunes, c'est-à-dire les pays qui sont actifs dans les recherches ou qui l'ont été et qui le sont redevenus. Si on prend les États-Unis, par exemple, eh bien, là, c'est un cas qui est assez flagrant, puisque ce pays a mené pendant des décennies des travaux sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, appelés UAP chez eux pour Unidentified Aerial Phenomena, travaux qui étaient réputés arrêtés depuis la fin des années 60, qui en réalité semblent avoir continué, vous pouvez s'en douter, et qui officiellement ont redémarré à l'été 2020, en tous les cas de façon claire, avec des commissions d'enquête et une structure permanente d'études qui devrait être mise en place dans le courant de 2022. D'autres pays sont actifs, la Chine, et au travers de travaux entre les forces armées et les universités, on peut citer également le Chili, mais venons-en au fait et à l'Europe aussi, et à la France, puisque la France, en fait, travaille sur ce sujet depuis les années 50. Il y avait des directives données par le ministère de la Défense à l'époque, et puis surtout la création du GEPAN, donc autour du CNES, département du CNES, en 1977, et qui n'a cessé de travailler depuis. Donc ça, c'est une particularité européenne et française d'avoir un organisme pour mener des enquêtes et répondre aux questions des citoyens français qui auraient fait des observations. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un regain d'intérêt sur ce sujet et qu'un certain nombre de pays semblent avoir réactivé leurs organismes de recherche, donc les États-Unis, la Chine, la Russie probablement également, même s'ils ne sont pas très bavards sur le sujet. Donc, sujet d'intérêt aujourd'hui. Alors, bon, je vais passer rapidement là sur ces planches. Voilà un exemple qui est en fait qui écrit. Ce sont les références des directives ministérielles datant de 1954, directives d'enquête en France par les forces armées. Voici un compte rendu d'observation datant de 1956, je crois bien, ou 57, d'observation par une base aérienne de traces radar bizarres. Voilà. Les Britanniques, de leur côté, ont mené des travaux pendant plusieurs décennies et ont émis un rapport qui a été dévoilé en 2006. Les Russes n'étaient pas en reste. Voilà un rapport qui a été fait par le CNES en 1980, faisant état des travaux de recherche de l'Académie des sciences russes, mais également, par ailleurs, des forces armées russes. Dans les années 70, il y a eu un programme de travail extrêmement intense jusqu'au milieu des années 80. Alors, évidemment, les phénomènes aérospatiaux non identifiés peuvent revêtir différentes formes. Bien entendu, on peut penser que certaines observations sont liées à des engins qui sont des engins bizarres, qui peuvent être des programmes de recherche secrets, d'engins furtifs ou d'engins hypersoniques que l'on voit décrits sur ces planches-là. Par exemple, à droite, on voit parfois des panaches bizarres dans le ciel et effectivement, il peut s'agir de tests de missiles à très grande vitesse qui vont produire des effets lumineux,
des effets de rayonnement dans la très haute atmosphère, à quelques dizaines de kilomètres ou quelques centaines de kilomètres d'altitude, comme le font d'ailleurs les lanceurs civils aussi. Ou des engins donc, qui volent plus bas, qui sont furtifs, qu'on voit apparaître, disparaître, ça peut être très bizarre. Il n'empêche que les phénomènes aérospatiaux non identifiés ont quelque chose d'assez bizarre, c'est ce que l'on appelle le polymorphisme, c'est-à-dire des observations de formes circulaires, triangulaires, des changements de forme, des effets de flou, enfin bref, des choses bizarres qui ne sont toujours pas expliquées. Et puis, il y a plus récemment l'apparition des drones. Alors, les drones qui sont tout petits, qui peuvent néanmoins se déplacer très vite, en tout cas donner des défilements angulaires extrêmement rapides, voire se déplacer en groupe, puisque récemment, on a vu des balais de drones, de micro-drones organisés. Alors, évidemment, ça complique la tâche de l'observateur. Tout cela est à prendre en compte, d'autant plus qu'il y a des drones de plus en plus rapides et des micro-drones dotés de micro-réacteurs qui peuvent voler à plusieurs centaines de kilomètres/heure. Pour continuer et sur le sujet, les pans, ça ressemble à quoi? Eh bien voilà, pour le coup, des images beaucoup plus étranges qui représentent des cas qui ont été étudiés en France. Si on prend par exemple le rectangle du milieu, eh bien ça représente une observation qui a été faite dans le ciel français en 1994 par un équipage d'Air France sur un vol Airbus qui donc faisait la liaison entre Nice et Londres. Et au voisinage de Melun, eh bien, l'équipage, le commandant de bord, son copilote, sa copilote d'ailleurs, ont observé un phénomène circulaire, une espèce de cercle rougeâtre qui était en secteur gauche de l'avion, et puis qui a changé de forme, qui a pris une forme plus ou moins de flèche et qui a disparu. Alors, illusion, hallucination, on peut toujours se poser la question, reflet. Il n'empêche que ce phénomène-là a fait l'objet aussi d'une observation radar simultanée, c'est ça qui est très étrange. Le phénomène, la trace radar, qui a duré à peu près 2 minutes, donc à peu près la durée d'observation visuelle, se situe en secteur droit de l'appareil, tandis que le phénomène optique était en secteur gauche. Il se trouve qu'ils ont disparu simultanément. Donc là, il y a un vrai mystère, une vraie question. De quoi s'agit-il? Comment se fait-il qu'on ait une trace radar et une observation visuelle, pas du tout au même endroit, qui ont disparu en même temps? C'est très curieux. Les curiosités continuent puisque, au fond, j'ai parlé de polymorphisme avant, il y a d'autres caractéristiques tout à fait étonnantes, des phénomènes lumineux. Donc on en voit effectivement dans le haut de la planche. À gauche, on voit une espèce de forme ovoïde. Ce sont des photos qui ont été prises dans le nord de la France dans les années 75. Et on peut dire que de façon générale, les observations qui sont faites sont caractérisées par des cinématiques extrêmement étonnantes. C'est-à-dire, au fond, des phénomènes qui peuvent être à la fois statiques, avoir un vol stationnaire, c'est comme ça qu'on les qualifie en aéronautique, et puis tout d'un coup accélérer en ligne droite ou prendre des virages à 90 degrés, voire faire des rebroussements de trajectoire extrêmement rapides, semblant au fond échapper aux lois de l'inertie. Il y a d'autres caractéristiques également, en particulier des émissions électromagnétiques, des perturbations d'équipements électroniques, on le verra plus tard. Donc, un certain nombre d'observables, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont assez bizarres et qu'on a du mal à expliquer. Alors, évidemment, il y a des choses que l'on peut expliquer. Ce n'est pas au laboratoire de recherche sur la foudre que je vais expliquer les phénomènes de foudre en boule, mais ce sont des phénomènes intéressants et qui peuvent se produire de façon assez différente dans différentes plages d'altitude. Et par exemple, les phénomènes donc lumineux ou orageux transitoires qui peuvent se produire en altitude peuvent produire des boules lumineuses unitaires ou en groupe qui peuvent être liées à différents phénomènes ou causes, par exemple des causes d'origine sismique, il y a des travaux qui sont conduits là-dessus, et qui vont permettre, comme on le voit sur le bas de cette image, par exemple, donner l'apparition de plusieurs boules lumineuses qui vont perdurer pendant un certain temps et qui peuvent atteindre de grandes vitesses, des vitesses qui peuvent quasiment frôler le mur du son, mais semble-t-il néanmoins avec des cinématiques qui sont à peu près régulières et qui ne correspondraient pas, j'utilise le conditionnel, mais qui ne correspondraient pas aux caractéristiques cinématiques des phénomènes aérospatiaux non identifiés qui, eux,
je dirais, semblent d'abord pouvoir atteindre des vitesses très largement supersoniques et également avoir des ruptures de trajectoire, des changements de direction extrêmement brutaux. Donc atypiques, même vis-à-vis de ces phénomènes de foudre en boule. Alors, il y a d'autres phénomènes également qui sont étudiés et qui sont très connus. Ce sont les phénomènes de rentrée atmosphérique avec les météorites qui vont laisser des traces lumineuses intenses, qui vont rentrer dans l'atmosphère à des vitesses extrêmement élevées, qui peuvent atteindre 20 km/s, voire davantage, et qui vont se casser en débris, donc laisser des traînées lumineuses qui peuvent être étranges. Et d'ailleurs, sur cette planche, on voit en bas un dessin qui a été fait par un équipage militaire qui avait observé en 1990, le 5 novembre 1990, observé donc un phénomène extrêmement étrange depuis leur avion, phénomène étrange d'ailleurs qui a été observé par toute la France, enfin en tout cas beaucoup d'observateurs, et qui semblait correspondre effectivement à une rentrée atmosphérique des tâches de fusées russes qui, avec ces débris, laissaient un certain nombre de traces lumineuses. Il n'empêche que, alors même que cette observation était faite, certains pilotes ailleurs ont observé un aéronef bizarre entouré d'un rayonnement bleuâtre qui précédait leur avion de chasse et qui a accéléré après. Et là, évidemment, à l'évidence, il ne s'agit pas de météorites. Donc, il y a des questions, évidemment, autour de certains phénomènes. N'empêche que les phénomènes de rentrée, eux, sont bien connus et peuvent, dans certains cas, créer des confusions avec des observations que l'on pense être celles de phénomènes aérospatiaux non identifiés. Enfin, il y a les phénomènes donc, lumineux transitoires, phénomènes de décharge électrique dans la haute atmosphère et dans l'ionosphère, qui sont étudiés, qui intéressent des astrophysiciens. Et évidemment, donc, on voit qu'entre la foudre en boule, les phénomènes lumineux transitoires, les phénomènes de rentrée, les phénomènes météorologiques, il y a un certain nombre d'effets bizarres qu'il faut étudier. Et donc, nous sommes enclins effectivement à essayer de travailler avec les laboratoires qui sont intéressés par l'observation du ciel et par le recueil d'informations et de données sur ces différents phénomènes pour pouvoir tenter finalement de faire une classification des phénomènes, y compris donc de récupérer des données sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est un des axes de travail de la commission Sigma 2 avec d'autres laboratoires. Maintenant, quid de l'actualité et des choses plus récentes en matière d'observation des phénomènes aérospatiaux non identifiés? Sur la planche que je vous présente, voilà quelques photos qui viennent des États-Unis et qui semblent caractériser des phénomènes lumineux qui se seraient produits de façon répétée à proximité d'unités navales américaines, donc des bâtiments de l'US Navy. À droite, c'est ce qu'ils appellent les pyramides. Donc, manifestement, ce sont des images qui ont été prises avec des jumelles, donc à intensificateur de lumière, d'où cette espèce de lumière verdâtre que l'on voit. Et puis à gauche, il y aurait une observation de phénomènes aérospatiaux non identifiés dits à changement de milieu, c'est-à-dire une sorte de phénomène représenté par une sphère d'apparence sphérique, métallique, qui serait passé du milieu atmosphérique au milieu aquatique. Ça, c'est extrêmement étonnant. Ça fait partie des observations qui semblent être rapportées par l'US Navy, d'où d'ailleurs la création de commissions d'enquête à la demande du Congrès est mise en place par le Pentagone depuis l'été 2020, de façon à faire un recensement des phénomènes qui ont été observés récemment entre 2019 et 2021, puisqu'un premier rapport a été remis par cette commission d'enquête à l'été 2021, au mois de juin, et donc les travaux se poursuivent. Le Congrès a demandé la mise en place d'une commission d'enquête permanente, demande qui a été visée et approuvée par le président Biden au mois de décembre 2021. Et donc, cette structure permanente devrait être mise en place d'ici l'été 2022 et remettre un rapport plus complet donc à l'automne 2022, et cela périodiquement. Donc, il y a manifestement un travail sérieux qui se met en place aux États-Unis. Voilà d'autres images qui ont été prises. Celle-là date de 1994, qui ont été prises à proximité d'un centre d'essai américain. Ce qui trouble les Américains manifestement, c'est le caractère répétitif des observations de phénomènes donc aérospatiaux non identifiés,
qu'ils assimilent pour certains à des drones dotés de vitesses très lentes, mais qui voleraient en haute altitude et pendant des durées relativement longues, ce qui paraît bizarre, car il est difficile d'avoir des drones qui sont à très faible vitesse, voire stationnaires, pendant des durées longues, parce que normalement, tout aéronef qui respecte les lois de l'aérodynamique, pour pouvoir être sustenté, doit avancer et donc fournir de l'énergie pour cela, rester en vol stationnaire, donc normalement il faut une voilure tournante où il faudrait des espèces de, je dirais, de réacteurs, et il est extrêmement difficile de rester stable pendant des durées très longues et surtout de trouver l'énergie pour le faire. Donc là, il y a point d'interrogation. Alors maintenant, je voudrais évoquer et remonter le temps, parce que ces phénomènes-là ne datent pas de 1980 ou de 2020, ça a été observé bien avant, et il y a un cas très intéressant qui a été observé en Angleterre cette fois, à Lakenheath, donc entre deux bases aériennes, celle de Ben Waters et de Lakenheath, dans la nuit du 13 au 14 août 1956. Donc ce sont des phénomènes lumineux qui ont été observés, mais qui ont été observés non seulement à l'œil nu, mais également avec des radars, et par le radar d'un chasseur qui est intervenu sur zone. Ça a duré plusieurs heures avec des phénomènes lumineux, donc qui se sont déplacés, qui ont accéléré et qui ont donné finalement des traces extrêmement bizarres. Alors si je réussis, je vais essayer de basculer de cette présentation donc à la présentation du cas de Lakenheath, si je me débrouille bien. Voilà. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, je partage mon écran. Très bien. Nouveau partage. OK. Voilà. Alors, partager l'écran. Est-ce que ça marche? J'espère. Ouais, ça marche. Donc, en fait, ce qu'on voit sur l'image, c'est l'histoire de Lakenheath. Donc, en début de soirée, se produisent de premiers phénomènes qui sont observés donc visuellement, puis des groupes de phénomènes qui vont se déplacer à des vitesses qui peuvent atteindre 1000 km/h, qui vont se regrouper, qui vont s'arrêter et qui vont repartir. Donc c'est quand même curieux, des phénomènes lumineux qui se déplacent à des vitesses qui peuvent être supersoniques, qui vont s'arrêter tout d'un coup, rester en stationnaire 10 minutes, 15 minutes et repartir. Voilà. Donc c'est un vrai carrousel qui s'est produit. Donc là, ça avait démarré aux alentours de 21h30, il est 22h. Passage d'un autre phénomène, 4000 donc, miles par heure, mesuré par les radars. Bon, ça continue ensuite et ça recommence. Là, il y a une observation visuelle qui est faite par un avion. Les radars donc continuent leurs observations avec des modes qui sont des modes anti-clutter. Hein. C'est donc pour favoriser au fond les analyses de phénomènes dotés d'une certaine vitesse. Nous avons eu donc à nouveau une observation, et cette fois avec des mouvements. Alors je ne sais pas, il y a une espèce de vignette au milieu de l'écran, j'espère que ça ne vous gênera pas. Donc avec des changements de direction extrêmement brutaux. Le phénomène en question a été pris en chasse ensuite par un chasseur, lequel chasseur, ayant entrepris des manœuvres d'interception, se retrouve d'ailleurs avec le phénomène dans son sillage, donc c'est lui-même qui est chassé, entre guillemets. C'est une affaire bizarre. Et voilà, ça aura duré une soirée. Il n'y a pas d'explication. Nous sommes en 1956. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Pas d'explication sur ce sujet. Voilà. Alors, je vais revenir à la présentation principale, si je sais m'en sortir. Oui. Alors, Microsoft, tac, PowerPoint. Voilà. Avec un peu de chance. Partager l'écran. Partager l'écran. J'espère que je suis bien. Voilà.
je retrouve la planche. Voilà. Alors, pour continuer la présentation des manifestations de ces phénomènes aérospatiaux identifiés, certains phénomènes ont laissé des traces au sol. Voilà, par exemple, des mesures de traces mécaniques qui ont été laissées au sol, relevées lors d'une enquête de gendarmerie menée dans les années 70, si je me souviens bien. Ces cas-là sont enregistrés dans les archives, les fonds d'archives de la gendarmerie, fonds d'archives de la gendarmerie au service historique de la défense, qui a mis en ligne d'ailleurs ces archives, du moins l'accès à ces archives, depuis le printemps 2021, je crois. Et donc, certaines informations sont consultables, d'autres d'ailleurs sont déjà présentes dans les dossiers d'enquête du GEPAN, puisqu'il y a la coopération entre la gendarmerie et le GEPAN, je le rappelle, département dépendant du CNES et qui est missionné pour mener les enquêtes sur le territoire français. Autre exemple qui remonte à 1981, le cas de Trans-en-Provence. Là, il s'agit de traces circulaires qui ont été laissées au sol, traces mécaniques, mais également des effets constatés, alors des analyses chimiques, mais surtout des analyses sur la végétation, puisque la végétation semble avoir subi des transformations et en particulier un effet dégradé depuis le centre de la trace jusqu'à sa périphérie, marquant un vieillissement accéléré de la végétation et une altération de la chlorophylle selon les analyses faites par le laboratoire de biologie qui a mené ces analyses. C'est extrêmement étrange et ça semble recouper d'autres phénomènes. Alors, justement, enregistrement de rayonnement électromagnétique, on repart dans le passé, 1957 cette fois, enregistrement électromagnétique relevé par des avions d'écoute américains qui ont observé, c'est le fameux RB-47, qui a observé pendant plusieurs heures donc un phénomène lumineux se déplaçant à grande vitesse, s'éloignant puis se rapprochant de leur avion, avec des émissions électromagnétiques à 2,8 GHz, donc dans le spectre des micro-ondes, qui ont été donc enregistrés sur plus de 600 miles. Et ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, on peut retrouver des recoupements entre ces émissions électromagnétiques et d'autres cas qui ont été enregistrés plus tard, d'ailleurs, puisque près de la frontière entre le Canada et les États-Unis, un B-52, par exemple, cette fois en 1959, donc 2 ans plus tard, a été suivi par un objet lumineux, lequel a fait l'objet donc d'une mission d'interception par un chasseur, et le B-52 a enregistré 2 fréquences, une à proximité de 1 GHz et l'autre à proximité de 10 GHz, pendant un certain temps. Donc ça, c'est assez remarquable et ça a intrigué nos spécialistes, spécialistes d'électromagnétisme. Pourquoi ? Parce qu'on trouve des similitudes entre ces longueurs d'onde et des phénomènes d'interférence. On y reviendra après. Alors maintenant, je voudrais parler rapidement des cas d'études que l'on mène. Cette fois, lorsqu'on a des enregistrements précis, enregistrement infrarouge, mais également enregistrement radar. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce qu'un enregistrement radar permet d'avoir une position de phénomène avec une mesure de distance, voire une mesure de vitesse. Voilà un exemple qui n'est pas résolu à ce jour, mais dont on a commencé à entreprendre l'étude, qui s'est produit près de l'île de Jersey, entre Jersey et Guernesey, en 2007. Observation visuelle qui a été faite par des pilotes, d'où le dessin qui est en haut à gauche, et apparemment donc des écho-radars semblant décrire un objet ou un phénomène de grande dimension. Nous sommes en train de procéder à la restitution de la situation radar. Ce que l'on voit sur la diapo d'après, c'est très récent. Ce sont des travaux qui sont en cours, donc on n'a absolument rien publié sur le sujet. Et on voit donc ces traînées rouges, les traînées de couleurs vertes, bleues, etc., noires, correspondent à des pistes bien identifiées, des avions, le trafic aérien dans la zone. Par contre, il y a des traînées rouges qui correspondent à ce qu'on appelle des plots radars, qui ne sont pas associés à des pistes, et dont une au centre qui va faire l'objet d'attention de notre part. Et on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et c'est un sujet donc assez récent pour nous, dont on va rediscuter
avec le pilote de l'avion que l'on a retrouvé, le chef du système de contrôle aérien de Jersey que l'on a retrouvé également. Donc on va mener l'enquête sur ce cas-là et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Suite lors d'une prochaine rencontre. Pour revenir donc aux observations, donc on a parlé de Jersey tout à l'heure. Alors voilà, les observations radar et les observations infrarouges. Les observations infrarouges sont intéressantes. Pourquoi? Ce sont des mesures précises angulaires et qui vont permettre d'avoir des détails, en particulier d'avoir une espèce d'image thermique de l'objet. Par contre, le problème, c'est qu'on n'a pas la distance et on ne sait pas estimer la vitesse réelle, la vitesse linéaire de l'objet, parce qu'on n'a pas la distance, justement. Les radars, eux, vont permettre d'observer un objet, finalement, avec relativement peu de détails, pas de détails véritablement d'image en tant que telle, mais par contre, on va avoir la distance. On va pouvoir avoir des mesures, au fond, dans les 3 dimensions, et des mesures de vitesse qui vont permettre de comprendre la cinématique de l'objet. Le recoupement des deux, infrarouge et radar, est de ce point de vue extrêmement intéressant, et c'est ce que l'on a essayé de mettre en œuvre sur certains cas énigmatiques, dont un que je vais vous présenter après, qui est un cas qui nous a été soumis par le CEFA chilien, qui est un organisme de recherche sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui donc dépend de l'aviation civile chilienne et qui a donc une observation extrêmement bizarre de mémoire en 2011, faite par un hélicoptère Cougar de la marine chilienne avec une caméra infrarouge. En fait, que s'est-il passé? Eh bien, l'hélicoptère a détecté, donc avec sa caméra, une tache donc thermique que l'on voit en fait en haut à gauche, qui va évoluer dans le temps. Donc là, c'était 13h52. On voit donc la tache thermique avec 3 zones. Et puis, un petit peu plus tard, on va voir une tache thermique intense, mais sans véritablement discernement de points chauds. Et enfin, on va voir une espèce de panache apparaître. Alors, c'était mystérieux. Les Chiliens se sont posé des questions. On pensait voir un ovni et nous ont interrogés. Ont interrogé d'ailleurs une autre équipe qui est celle du docteur François Louange, IPACO, qui avait commencé d'ailleurs à détailler cette image thermique et à déceler les points chauds en disant c'est peut-être un avion de transport et pas un ovni comme vous pourriez le croire. Et puis, quand nous avons été amenés à regarder ça de plus près, eh bien, le CEFA a bien voulu nous fournir les images de situation radar de la zone de Santiago du Chili, qui nous a permis d'étudier les plans de vol des différents aéronefs, de regarder où étaient les pistes radar et de faire des rapprochements. Et c'est ce qui nous amène donc à analyser l'ensemble de la trajectoire d'un avion qui est en fait un Airbus A340 dont on a reconstitué donc à partir du plan de vol et à partir des traces radar la trajectoire exacte. Nous avons reconstitué l'image thermique, donc les 4 points chauds que l'on voit sur cette image à droite, puisque ça correspond aux 4 sorties de réacteurs, et moyennant eh bien, la trajectoire de l'avion, ces variations d'attitude, on a fait le recoupement avec l'image thermique dans le plan focal de la caméra, et on a montré que tout ça matchait parfaitement, et qu'en réalité, ce que les gens avaient pu imaginer comme étant un ovni n'était ni plus ni moins que l'image infrarouge, et visible d'ailleurs au passage, d'un Airbus A340 qui se présentait par le travers en virage, d'abord, d'où les 3 points chauds, parce qu'en fait c'était 2 fois 2 nacelles, mais 2 nacelles étant séparées, 2 autres étant confondues, puis une observation plein secteur arrière, avec l'avion qui était en phase de montée, et les panaches que l'on a vus, rien de mystérieux, c'était tout simplement le panache de condensation observé en infrarouge avec les réflexions de la lumière solaire. C'est les fameux panaches blancs qu'on voit dans le ciel, souvent quand on voit des avions de ligne. Donc voilà une explication très prosaïque à une grande question de départ. Il ne faudrait pas croire que tous les phénomènes aérospatiaux non identifiés sont des avions de ligne que l'on prend pour des ovnis. Voilà un autre exemple qui est l'exemple de Porto Rico, où en fait on observe, comme vous allez le voir maintenant sur la vidéo, un avion de surveillance côtière doté d'une caméra infrarouge avec un laser, qui va observer pendant plus de 2 minutes le phénomène que vous voyez se promener au centre de l'écran. Alors de quoi s'agit-il? Point d'interrogation.
On voit, semble-t-il, un mouvement relatif, on voit des occultations partielles, l'objet semble voler bas, survoler une zone qui est une zone urbaine, survoler d'ailleurs un aéroport, et puis enfin se rapprocher de la mer et sembler survoler la mer, voire même disparaître dans l'eau. C'est ce qui a été étudié et en tout cas interprété par un groupe de recherche américain qui s'appelle le SCU, qui nous avait fourni la vidéo infrarouge et qui nous a posé la question de ce qu'on en pensait. Alors évidemment, on a essayé de travailler sur ce sujet-là, et vous voyez à la fin, il y a un phénomène très bizarre qui est le dédoublement de cette espèce d'objet en deux. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, pour tout vous dire, on n'a pas été capable de tout expliquer. On a fait une étude assez approfondie qui a duré plusieurs mois entre nos experts. Donc, nous avons mené l'analyse de la situation radar civile, pas militaire malheureusement, puisque les données n'ont pas été disponibles, mais la situation des données radar. Et donc, la situation radar ne permet pas de faire un recoupement avec ce phénomène. Vous voyez à droite, en fait, une espèce, je dirais, d'épure jaune qui représente l'enveloppe des lignes de visée de l'avion. Donc, en gros, on ne sait pas où est l'objet. Ce dont on est sûr, c'est qu'il est au sein de cette enveloppe, de cette surface. On voit les éco-radars, les petits traits blancs qui se déplacent et en fait qui se déplacent vers la gauche. Ce que l'on pense, effectivement, c'est que ce sont des nébulosités, c'est-à-dire des nuages de l'humidité sur lesquels il y a des éco-radars parasites. Donc, en fait, il n'y a pas véritablement de lien entre les éco-radars et l'image thermique. Nous avons fait une reconstitution et donc on a analysé très précisément ce qui se passe. Ce que l'on pense, au fond, c'est qu'il y a deux hypothèses. L'hypothèse d'un objet qui pourrait être un objet lent, ce qui correspond possiblement à l'enveloppe des lignes de visée, un objet lent qui partirait par exemple de 500 ou 600 pieds et qui descendrait doucement vers la zone urbaine, près de l'aéroport. Là, en fait, donc, ça pourrait être par exemple une lanterne taille. Seul problème, c'est que ça n'explique pas les occultations que l'on a en milieu de séquence d'observation, voire à la fin, dans la zone qui semble être survolée au-dessus de la mer. Bon. Ensuite, autre hypothèse, on a pensé que ça pouvait être un drone avec des changements d'altitude extrêmement rapides. Donc là, ce que l'on pense, c'est qu'effectivement, ça pourrait expliquer l'image thermique et les occultations en zone urbaine. Et à ce moment-là, si l'objet vole très bas, ça veut dire qu'à la fin, il se rapproche de la mer. Et on pense qu'il pourrait y avoir, pour peu que cet objet soit doté d'un dispositif propulsif, utilisant par exemple des rotors ou soulevant en fait des embruns pour expliquer l'occultation de la signature et de l'objet par l'effet de brumisation. Il n'empêche qu'on n'a pas vraiment d'explication pour l'instant sur le dédoublement d'image à la fin. On a pensé à des reflets parasites dans l'objectif de la caméra, mais on devrait avoir normalement une deuxième tâche relativement atténuée par rapport à la tâche primaire, ce qui n'est pas le cas. Donc, il y a un point d'interrogation, explication possible, alors qui nous paraît un peu tiré par les cheveux, mais après tout, pourquoi pas. Il pourrait s'agir en fait non pas d'un drone, mais de deux drones, c'est-à-dire de deux drones volant en tandem, survolant l'aéroport et suivant les directions, suivant leur distance, qui pourraient apparaître confondus, au contraire séparés. Et donc, on pourrait imaginer à la fin de la séquence d'observation les deux drones s'écartant en quelque sorte. Si on suppose qu'ils volent près de l'eau, notre estimation est qu'ils pourraient être éloignés de 7 mètres, donc 7 mètres de distance, pourquoi pas. Alors l'alternative qui est soulevée effectivement par ceux qui pensent que ça pourrait être une lanterne taille, eh bien c'est que ça pourrait être deux lanternes taille rattachées l'une à l'autre, dont on verrait effectivement la séparation angulaire à un moment donné. C'est une possibilité. Le seul problème, c'est qu'on se pose la question de la signature thermique des lanternes taille qui est relativement faible et donc qui ne matcherait pas très bien avec la signature thermique, donc infrarouge, que l'on a observée. Donc on n'est pas sûr de notre coup là-dessus, on a une indétermination. Alors pour terminer ce tour d'horizon,
on va terminer par l'histoire du Nimitz. C'est la fameuse vidéo infrarouge qui circule donc depuis fin 2017, mise en ligne donc par une équipe d'anciens du Pentagone et qui a donc défrayé la chronique. Que s'est-il passé au mois de novembre 2004? Un groupe naval américain fait des manœuvres pas loin de San Diego, à une centaine de nautiques. Lors de ces manœuvres, ils observent donc entre le 10 et le 13 novembre 2004, avec un radar extrêmement précis, qui est un radar donc le système d'armes de l'USS Princeton, entre 8 et 20 objets non identifiés qui volent à peu près à 80 000 pieds, donc à très haute altitude, encore une fois à une vitesse faible, 100 nœuds, c'est très faible, et qui disparaissent brutalement. Bon. À nouveau, le 14 novembre, ces phénomènes-là réapparaissent. Des chasseurs vont être envoyés sur zone qui est claire. Lorsque ces chasseurs vont se rapprocher, on va observer des variations d'altitude, les objets passant de 80 000 pieds à 28 000 pieds, voire à des altitudes beaucoup plus basses, près de 500 pieds. Donc un F-18 se rapproche, une première patrouille de F-18 se rapproche de la zone, et ils vont donc observer un objet qui est proche de la surface de l'eau, qui prend la forme de ce qu'ils appellent un tic-tac, vous savez, ces espèces de pastilles cylindriques, et donc qui est proche de la surface de l'eau. Alors, l'un des chasseurs va entamer une manœuvre de descente rapide à proximité donc, du tic-tac. Donc, ce qui va se passer est extrêmement bizarre, puisque l'objet en question, qui est près de la surface de l'eau, va sembler réagir à cette manœuvre d'interception, s'orienter en direction du chasseur qui se rapproche, et puis il va enclencher une manœuvre d'évitement, distançant extrêmement rapidement le chasseur. Et selon les dires, alors on dit bien selon les dires car il n'y a pas de rapport détaillé de cette observation-là, selon les dires de l'USS Princeton, l'engin cylindrique, cet objet, aurait rejoint le point d'attente des chasseurs où ils devaient se retrouver, qui est un point a priori confidentiel, qui n'est connu que en fait de l'équipage de l'avion de chasse et puis également donc du porte-avions, puisque c'est le point de positionnement des chasseurs en attente. Bon, l'affaire va se continuer, d'autres patrouilles vont être envoyées sur place, dont une équipée de caméras infrarouges, d'où la fameuse vidéo infrarouge qui a été enregistrée. Donc, pour résumer l'affaire, traces radar bizarres, variations d'altitude multiples, avec des descentes rapides au niveau de la mer, des remontées. C'est très bizarre, évidemment. Nous n'avons malheureusement pas les enregistrements radar. Ils sont toujours conservés par l'US Navy et il n'y a pas eu de publication d'un rapport circonstancié de cette affaire-là. C'est la raison pour laquelle la commission Sigma 2 reste extrêmement réservée et ne peut pas détailler l'analyse de la vidéo infrarouge et donner des explications, car vous l'avez bien compris, au travers des 2 démonstrations précédentes que l'on a faites, si on n'est pas capable d'estimer la distance, si on n'est pas capable de recouper les images infrarouges avec d'autres informations, il est extrêmement hasardeux de tirer des conclusions. Donc nous préférons attendre que les scientifiques américains ou la marine américaine publient un rapport avec des données pour qu'on puisse se mettre à l'analyse comme on l'a fait avec les Chiliens. Voilà. Fin de l'histoire, du moins pour l'instant, de l'histoire Nimitz. Donc, voilà, on vous explique que les vidéos n'ont pas pu être exploitées de notre côté. Évidemment qu'on a regardé les images qui sont pas de très bonne qualité d'ailleurs. Celle-ci correspond donc à une tache thermique au-dessus d'une couverture nuageuse. Il y a eu d'autres images qui semblent plutôt venir d'observations plus tardives de la période 2014-2015 qui sont de meilleure qualité et qui montrent cette fois donc un objet qui se déplace très rapidement au-dessus de la mer. Qu'est-ce qu'on peut dire en finale? Eh bien, qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait, de travail d'influence par
la firme TTS américaine, donc où il y avait un ancien de la DIA, de l'organisme de renseignement militaire américain, Lou Elizondo, et avec d'autres qui ont exercé un certain nombre d'influences, qui ont conduit le Congrès, finalement, comme je le disais tout à l'heure, à créer une structure d'enquête, donc à l'été 2020, structure d'enquête dont il est confirmé fin 2021, qu'elle devrait se situer donc sous l'égide du ministère de la Défense, du secrétariat à la Défense et en liaison avec les services de renseignement américains pour mener des enquêtes et des études sur ces phénomènes-là, peut-être en liaison avec les organismes scientifiques américains, en tous les cas avec l'ensemble des acteurs étatiques américains, y compris l'aviation civile, pour essayer de clarifier ces cas dont ils disent que dans certains cas, ça peut correspondre à des phénomènes atmosphériques, dans d'autres à des débris qui sont dans l'atmosphère, et enfin eh bien, à des cas inclassables. Alors ils ne disent pas que ce sont des phénomènes dits extraterrestres, évidemment, mais en tous les cas, ils s'interrogent sur leurs origines, se posant la question s'il s'agit de technologies inconnues d'origine russe ou chinoise. Les Chinois disent que ce n'est pas eux, les Russes renvoient la balle aux Américains, mais il s'agit quand même de phénomènes très bizarres, comme vous l'avez compris, avec des formes qui peuvent être variables, avec des signatures radar qui peuvent apparaître, disparaître, avec des cinématiques à la fois très lentes, bizarres quand ça dure très longtemps en altitude et qui peuvent en même temps accélérer très très vite. Il semblerait qu'il y ait eu aussi des observations similaires du côté iranien. Donc voilà, pour conclure sur les travaux de la commission Sigma, il y a matière à réflexion, matière à travailler et matière à recueillir des informations. Voilà, je vous remercie pour votre attention.